BDO. Je pense que l'actif le plus important à construire quand on vient voir l'entrepreneur, c'est la confiance qu'il a en vous. Ce que nous pensons, nous, aujourd'hui, c'est que notre pays souffre d'une trop grande concentration, dans les grandes villes notamment. Moi, ce que j'observe pas mal, c'est que souvent les freins, ils sont dans la tête de l'entrepreneur. La qualité de vie de quelqu'un qui vit à Saint-Malo, c'est pas de venir vivre en RER, travailler à Rennes, c'est d'avoir une boîte qui se crée à Saint-Malo. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ronan Lemoyle. Ronan est le cofondateur d'Épopée Gestion, un fonds d'investissement à impact dédié au territoire. Avant cela, il a été plus de 20 ans au Crédit Mutuel Arkea, dont il a été le directeur général de 2008 à 2020. Avec lui, nous allons revenir sur son parcours exceptionnel d'HEC à la tête d'une grande banque coopérative bretonne, parler de transformation digitale, d'entrepreneuriat de territoire, de finances utiles et de sa vision pour réinventer le capitalisme à l'échelle locale. Ronan est un dirigeant engagé qui milite pour la décentralisation de l'économie et une finance au service des régions. Je suis vraiment très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Ronan. Bonjour Arnaud. J'aime bien commencer toujours par le début et essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené les dirigeants, les décideurs à choisir les premiers choix qu'ils ont fait dans leur carrière, soit leurs études et puis les premiers jobs. Je disais que tu étais breton. Est-ce que tu peux nous expliquer l'environnement familial dans lequel tu as grandi et ce qui t'a amené vers HEC et finalement vers la banque ? Écoute, moi, c'est un peu un hasard finalement si je suis arrivé à HEC parce que je suis issu d'un milieu plutôt modeste. Mon père était ouvrier, ma maman travaillait pas, s'occupait de ses enfants en l'occurrence, donc c'était un vrai travail par entière, un boulot à part entière. On était sages, mais quand même. Et moi, j'étais plutôt très sport quand j'étais jeune. Je crois que tu aimes bien le sport aussi. Aussi, on en parlera. On en parlera, j'imagine. Et donc, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de vélo, à assez haut niveau. Je me débrouillais plutôt pas mal. Et les études, c'était pas vraiment mon truc. Je m'étais un peu engagé dans une voie de garage, on va dire. Je forçais pas trop mon talent. Et en fait, l'électrochoc, il est venu de deux choses. Il est venu de deux de mes professeurs qui, en terminale, ont sollicité mes parents en leur disant gentiment qu'ils avaient un garçon qui avait sans doute un peu de qualité, mais qui les exploitait que très modérément, en tout cas dans les études. Et mon père qui, lui, pour le coup, m'a dit, écoute, tes profs ont l'air de croire en toi, et toi, tu veux croire que le vélo, ça peut être ton avenir. Et moi, je préfère te dire que tu seras sans doute un très bon cycliste, mais pas au niveau où tu peux l'imaginer, parce que quand on a 18 ans, et on voit encore aujourd'hui, on devine assez facilement les potentiels. Alors, j'avais sans doute un très bon niveau, mais pas assez pour aller au plus haut, et un père qui préférait que je fasse mes études. Je le remercierai jamais assez d'ailleurs. Et donc, je suis rentré comme ça, un peu par hasard, vraiment, en prépa HEC, à Brest, donc, dans un lycée qui s'appelle le lycée Jules Lesven, qui avait jamais fait rentrer des gens à HEC à l'époque. Et je suis tombé sur une équipe de profs assez incroyable, avec qui j'échange toujours d'ailleurs les vœux de début d'année, c'était il y a quelques jours, et qui m'ont poussé énormément, qui ont beaucoup cru en moi, qui m'ont donné confiance, qui m'ont donné le plus important, je crois, c'est l'envie d'apprendre. Je crois que j'ai découvert, j'avais une soif d'apprendre que je soupçonnais même pas. En prépa ? En prépa, et ça, Ouais. en prépa, les gens en ont souvent un souvenir, parfois un souvenir que c'était terrible, etc. Et en fait, oui, c'est difficile, faut dire les choses. Mais moi, j'en ai surtout un souvenir d'émancipation intellectuelle où j'ai découvert plein de choses que je connaissais pas, plein de choses qui m'attiraient, plein de choses que j'avais envie dans des domaines très différents, la philo, les langues, les maths, qui étaient une des matières dans lesquelles je me débrouillais plutôt bien. Et grâce à ça, je suis rentré à HEC. Mais vraiment, HEC peut-être pas par hasard, j'ai envie de dire, parce que mes profs avaient tout fait pour que ça puisse être rendu possible. Mais vraiment, je crois que, en tout cas, mon parcours, ce que j'essaye de retenir de mon parcours, c'est qu'il n'y a jamais rien d'écrit totalement et qu'il suffit parfois d'une rencontre, d'une porte qui s'ouvre et ton avenir change totalement. C'était pas un objectif en soi pour toi, quoi. Non. Vraiment non. Et par contre, je vois bien à quel point, maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, si ce n'est d'âge, ça a changé les choses. Et ça, j'en suis conscient, en tout cas d'un point de vue matériel, intérêt du job, etc. Je le vois bien. Mais à l'époque, je m'en rendais vraiment pas compte. Tu t'estimais déjà ambitieux, au-delà du sport, enfin. T'étais jeune, compétiteur, ambitieux. En fait, je pense que j'ai quelque chose qui est un peu le propre de beaucoup de sportifs et de pas mal de gens. C'est moi, je sais faire les choses à fond, pas du tout. Mais au milieu, ça n'existe pas. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Donc, quand je m'engage, je ne sais pas si c'est une forme d'ambition, mais quand je m'engage, je veux que ce soit vraiment pour faire ce qu'il y a de mieux. Après, j'y arrive ou j'y arrive pas. Mais je veux me donner les moyens de faire ce qu'il y a de mieux. Donc, quand j'étais en prépa et après, derrière, est-ce que j'étais ambitieux ? Oui, je voyais des portes qui s'ouvraient devant moi que je ne soupçonnais pas. Je découvrais au fur et à mesure un univers qui s'ouvrait devant moi que je n'aurais pas imaginé, auquel je n'aurais pas imaginé pour accéder. Donc, ça m'a donné une forme d'ambition, c'est vrai. Et peut-être
Avec le recul, sans faire de psychologie de comptoir, une espèce aussi peut-être de revanche sur la vie. Tu vois, il y a peut-être un truc comme ça, si on est capable j'ai une cinquantaine d'années, de faire son auto-analyse. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Il y a un mélange entre l'ambition, qui est très ancrée dans le côté sportif, je pense, et aussi ce fait de se dire, voilà, il n'y a pas de fatalité. Non pas que j'étais malheureux avant, loin s'en faut, j'ai eu une enfance très heureuse, mais on peut retourner la table et changer les choses. Donc ça m'a drivé pas mal. Comment tu arrives dans la banque? Elle a aussi un pur hasard. En fait, moi, je suis à HEC en 3e année, je suis en stage chez Ernst & Young et embauché ensuite pour y travailler pendant presque un an à la Tour Aurore à la Défense, qui était juste en face de la Tour Gann, parce que c'est un peu plus comme ça. Et j'avais écrit quelques semaines avant, envoyé un CV au hasard au Crédit Mutuel de Bretagne, à Yves Le Bacquer, qui était le directeur général de l'époque, mais vraiment un peu comme une bouteille à la mer. Et je suis contacté par un des dirigeants de cette maison qui s'appelle le groupe CMB à l'époque, Crédit Mutuel de Bretagne. C'était beaucoup plus petit que ce que j'ai connu plus tard. Et il me dit, j'aimerais vous rencontrer, voyons-nous. Et donc j'ai pris un verre au pied de la Tour Gann avec cet ingénieur centralien qui me dit, venez rejoindre le CMB, c'est génial. Et j'étais déjà avec mon épouse à l'époque. Et en rentrant, je lui ai dit, écoute, on n'a qu'à essayer. Moi, je suis breton, brestois, c'est la ville dont je suis. Si jamais ça ne se passe pas bien et que je n'ai pas ce que je veux dans cette boîte, je partirai ailleurs. Le CMB, quand on est breton, c'est très connu. Comme je dis souvent, dans tous les villages de Bretagne, il y a l'église, le Crédit Agricole et le CMB. C'est à peu près vrai. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant et j'y suis rentré par hasard et j'y suis resté très longtemps. Tu avais déjà, parce qu'on en reparlera quand je regardais ton parcours, tes prises de parole, l'aspect ancrage territorial, breton, développement de la Bretagne, qui est un peu le fil rouge qui t'a suivi derrière, on en reparlera je pense pour l'investissement. Il y avait un côté, un attachement particulier et donc une volonté d'aller travailler en Bretagne, de rester en Bretagne, de développer le territoire. Je ne sais pas si je pouvais dire j'avais ça à l'époque, je pourrais dire avec le recul que je suis quelqu'un d'enraciné. Je suis quelqu'un qui a besoin de l'endroit où il est bien et où il a grandi finalement pour être heureux et que je ne m'épanouis jamais aussi bien que là-bas. Donc je pense que ça fait partie de mon ADN que de penser ou de vivre que le territoire, notamment celui qui m'a fait naître, est quelque chose d'important pour moi. Très vite, dans les fonctions que j'ai exercées chez Arca, j'ai vu tout ce que les territoires pouvaient apporter en termes de dynamique, de développement. J'ai aussi mesuré à quel point il y avait une dichotomie parfois, sans faire d'antiparisianisme, entre la vision qu'on pourrait avoir depuis Paris et la vision vue des territoires. Donc très vite, ça m'a imprégné. Mais je pense que c'est intimement lié à ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un qui adore par ailleurs la Corse, j'adore voyager, mais je dois reconnaître que je ne suis jamais aussi heureux que quand je suis au bord de l'eau, chez moi, en Bretagne. On dit souvent c'est la distance qui attise l'absence. Et effectivement, c'est vrai que moi, très vite, je ressens l'absence de là où j'ai grandi, là où je suis né, là où j'ai fait des choses, quelque part. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette réussite, que les gens t'aient fait confiance? Est-ce que c'était de ton projet? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, il faut que je devienne CEO de cette banque? Pas du tout. Parce que j'ai un projet, j'ai une vision? Non, pas du tout. C'est une très bonne question parce que moi, quand je suis rentré chez Arca, j'ai fait différents postes. J'ai commencé à 23 ans dans la boîte. J'étais à l'organisation générale, qui est du consulting interne. J'étais patron du contrôle de gestion du groupe, directeur technique et financier de Suravenir, donc plutôt la partie financière, qui était plutôt ma composante un peu native. Et très vite, j'ai voulu accéder à des fonctions de management et je me suis occupé d'une boîte qui s'appelait Symphonis à l'époque, qui était un des 50 courtiers en ligne lancé en 2000, sur lesquels on m'a dit soit tu vends parce qu'il y a un petit corner stratégique aujourd'hui, la boîte ne va pas assez vite, soit tu trouves un adossement pour la faire grandir rapidement. Enfin, la version courte, on a racheté Fortuneo, j'ai fusionné les deux, on a fait Fortuneo Banque, que j'ai dirigé pendant 5 ans, et un jour, et ça c'était ma passion, les startups, les boîtes du digital, l'innovation, vraiment c'est un truc qui m'a toujours animé. Et un jour, on apprend qu'un nouveau président va être nommé sans doute un an après dans le groupe, qui s'appelle Jean-Pierre Denis. Jean-Pierre Denis, c'est quelqu'un qui a été patron d'Oseo avant, qui était secrétaire général à l'Élysée, qui est un homme qui a un parcours assez incroyable, qui a une intelligence rare. J'ai croisé pas mal de gens très brillants dans ma vie, il en fait partie assurément. Et en faisant ce tour de banque, Jean-Pierre, il a rencontré une quarantaine de dirigeants de groupe, dont moi, qui avait à l'époque 35 ans, c'était un an avant. Et donc on fait connaissance, et quelques mois après, il demande à me revoir, et c'est lui qui me dit: est-ce que vous voudriez être directeur général du groupe? Ce à quoi je lui ai répondu: j'ai besoin d'y réfléchir, parce que c'était vraiment pas ce que j'avais dans mes gènes, et je pense que lui a dû trouver ça assez surprenant comme coquetterie, qu'on puisse refuser, c'est un grand mot, mais en tout cas se donner le luxe de réfléchir à une telle proposition. Et donc c'était vraiment pas programmé, c'était vraiment pas ce que je souhaitais réellement. Et en même temps, il y avait 2 choses qui me motivaient pour dire oui. La première, c'est que si tu dis non, et qu'un jour tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe dans la maison dans laquelle tu es, tu as une liberté de parole qui est beaucoup plus restreinte, parce qu'on t'a donné l'occasion de faire ce que tu voulais faire, et tu t'as pas voulu. Et la deuxième, c'est que l'homme en question, Jean-Pierre, me fascinait. Je trouvais que c'était un homme remarquable, intelligent, et je me disais qu'on avait sans doute un truc intéressant à faire ensemble. Je me suis pas trompé pendant les 12 ans qu'on a fait, en tout cas derrière chez Arca, mais c'était une époque où on a eu aussi beaucoup de latitude pour bouger les lignes, pour transformer. Je trouve que le secteur bancaire était un peu moins engoncé dans sa réglementation qu'il ne l'est aujourd'hui. Non pas qu'il n'y en avait pas, mais elle était moins prégnante.
moins contraignante qu'elle est aujourd'hui. Et donc, on a fait des choses incroyables, tous les deux, avec toutes nos équipes. C'est une période pour moi qui a été très enrichissante professionnellement, qui était d'un engagement de tous les instants aussi. Je crois que pour moi, c'était, je le dis vraiment sans je demande qu'on me tresse de laurier pour ça, mais c'était un sacerdoce. C'est-à-dire, je crois que j'ai arrêté de vivre pour moi pendant une douzaine d'années, et pour les miens d'ailleurs, malheureusement, et je n'ai vécu que pour ça. Si on devait donner finalement ce retour d'expérience à ceux qui nous écoutent sur est-ce que c'est le bourreau de travail et c'est quelqu'un qui va tout donner et donc il peut être un bon CEO. Enfin, tu vois, quelles ont été les quelques qualités clés que tu retiens qui t'ont permis d'arriver dans ces circonstances? Je pense qu'avec le recul, il y a 2-3 ingrédients. Le premier, c'est que Jean-Pierre Denis est un homme qui avait 47 ans quand il a pris la présidence du groupe. Et dans ces maisons mutualistes, coopératives mutualistes, souvent, les attelages président DG étaient faits d'un président qui a 60-65 ans et d'un DG qui a 55 ans et qui fait les 5 dernières années de sa carrière à la tête du groupe. Je caricature, mais c'était un peu ça. Jean-Pierre est un homme de 47 ans qui se voyait avec encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à bouger, et il avait raison d'ailleurs. Et donc il voulait, je pense, quelqu'un qui soit un peu à son image. Donc il voulait quelqu'un qui incarne une forme de jeunesse, qui incarne une forme de nouveauté. Le fait de diriger Fortuneo en termes de message, parce qu'après, il a pris son risque. Et le risque, il me l'a dit souvent, j'ai pris le risque de mettre en situation quelqu'un dont personne ne savait, pas même moi, que ça allait pouvoir donner. Mais je le faisais en disant, je mets quelqu'un qui a cette image de quelqu'un qui bouge les lignes, d'un développeur qui connaît le digital, qui sait renverser un peu la table sur des sujets sur lesquels la banque a besoin de bouger. Je pense que ça, c'était une des premières dimensions. La deuxième, je pense, c'est qu'à 36 ans, on a un gros actif quand on dirige un groupe bancaire qui est un métier de long terme, c'est qu'on a du temps. Or, bouger un groupe bancaire, c'est long. C'est long parce que les métriques, les économics de ces maisons sont des économics qu'on ne bouge pas du jour au lendemain, à part certains métiers. Et donc, je pense que son choix est aussi de se dire, ce garçon, il a au moins 10 ans devant lui pour bouger les lignes. Et il est vrai, qui qu'on soit, moi le premier d'ailleurs, on ne fait pas les choses de la même manière si on a 2 ou 3 ans, si on a 10 ans devant soi. Et c'est humain. Donc, je pense que ça a beaucoup drivé son choix. Et peut-être la troisième raison, il me l'a dit avec un peu d'humour de temps en temps, il me dit... à moins de 40 ans, on a une énergie débordante. Rien ne vous arrête. On est capable de compenser pourvu d'être à peu près cortiqué, je pense, mais par l'envie, l'énergie. On est capable de faire beaucoup de choses qu'on perd au fur et à mesure du temps, capitalisant ensuite sur d'autres qualités. Et là, il l'avait dit, tu vois, à 47 ans, moi, je fais autre chose. À 50 ans, on a d'autres qualités. Et je le constate moi-même. Aujourd'hui, j'ai une cinquantaine d'années, je ne joue pas. Je faisais l'analogie avec du vélo, je fais moins de PMA violente et je suis meilleur à faire du seuil dans l'école, tu vois. Et donc, il avait senti ça, je pense aussi. Il avait senti qu'il y avait dans la jeunesse quelque chose qui était important parce que si on voulait transformer, on ne peut pas faire ça en mode eau tiède. Il fallait y aller franchement. Et franchement, ça voulait dire, y compris avoir des retours de porte de salon. On en a eu, on a eu une grève de 3 semaines. Dans la banque, ça n'arrive pas tous les jours, avec des pneus qui brûlaient au bas du siège. Parce qu'on a aussi fait des erreurs, je le dis, dans la manière de communiquer, mais il fallait bouger les lignes assez vite. Donc je pense que c'est 2-3 ingrédients-là qui font, à mon avis, que pour lui, ça lui paraissait être un bon choix. Là, c'est vrai que tu as cette pression-là de te dire, bon, là, je ne vais pas pouvoir me cacher derrière mon successeur. A priori, je suis là pour quelque temps. Tu vois, comment tu as ressenti les choses et dans quel état d'esprit tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, quand j'ai à le résumer pour l'expliquer, ça te parlera sur le petit. Il ne faut jamais accepter ce genre de job pour l'euphorie du lendemain, pendant laquelle tout le monde te félicite et te dit que c'est super. Voir les quelques articles de presse que tu peux avoir. Parce que le vrai sujet, il commence après. Après, les ennuis. Et le vrai sujet, il est... encore une fois, je te l'ai dit, c'était une période extraordinaire de ma vie, professionnelle, j'ai fait des choses remarquables, mais c'est quand même un engagement de tous les instants. C'est difficile. C'est des responsabilités énormes. C'est une des premières fois où j'ai senti que la légèreté que j'avais dans les jobs d'avant, elle ne jouait pas de la même manière. Je sentais la responsabilité de 10 000 personnes qui attendaient effectivement à ce qu'on ne les laisse pas du jour au lendemain avec une boîte qui soit mal gérée. Donc ça, j'ai senti ça et c'était assez pesant, effectivement. Donc c'est un mélange de plaisir, d'euphorie et puis en même temps de sens, de responsabilité qui était vraiment... Ça m'a vraiment pesé très lourd sur les épaules. Je pense que j'ai plutôt bien géré le truc. Mais c'est quand même très très lourd. Donc tu prends tes fonctions. Est-ce que tu raisonnais d'une façon... milestone, et donc je veux l'amener, et le jour où j'aurais fait ça, je pourrais passer la main. Non, pas vraiment. En fait, on a vraiment raisonné avec Jean-Pierre, on s'est vraiment posé la question. C'était au moment où on lance un nouveau projet Strat, donc en fait, il y avait une feuille de route à construire en même temps. On s'est dit, partant de cette maison qui est extraordinaire, qui était un groupe régional, assis très fortement en Bretagne, dans le sud-ouest, avec des filiales métiers,
de la banque en ligne, de l'asset management, de la banque de corporate, du crédit conso. Qu'est-ce qu'on peut faire pour étendre son terrain de jeu? Je dis ça pourquoi? Parce que, on l'a peut-être pas en tête, mais le Crédit Mutuel Arkéa fait partie de l'ensemble Crédit Mutuel, avec des zones de territorialité qui sont un peu, qui amènent à ce qu'il y ait des endroits où il est interdit, entre guillemets, d'aller. Donc on se disait, comment on peut faire pour faire en sorte que cette boîte, qui a un potentiel énorme, lié à son agilité, lié à sa technologie, très très forte en techno, lié également à son ancrage territorial, en fasse des leviers de développement très forts pour aller ailleurs. Et donc on a plutôt raisonné sur qu'est-ce qu'on va faire. Et surtout que ce qu'on va faire, on a décidé de devenir un des acteurs majeurs en banque en ligne, on a décidé de devenir un acteur fort en capital investissement dans les territoires, de faire du B2B, de la marque blanche, d'être l'Intel Inside, finalement, on a un certain nombre d'acteurs de la finance qui utilisent nos services, ceux d'Arkéa, sans qu'on puisse savoir que c'est nous qui sommes derrière. Donc qu'on ne peut pas être distributeur partout, et le producteur de distributeur. Tu vois, on a bâti cette stratégie-là, et à partir de là, on a déroulé. Et c'est plutôt le résultat de tout ça qui fait qu'on est passé effectivement, je crois, en 2008, d'1,2 milliard de PNB, donc chiffre d'affaires, à 2,5 milliards quand je suis parti, et de 150 millions d'euros de résultats, plus moins, à 500 millions l'année où je suis parti. Mais c'était plutôt une conséquence des actions qu'on a engagées. Alors, je ne suis pas en train de dire ça pour dire que c'est comme dans les livres, mais vraiment, nous, je dois vraiment dire, c'est une des premières fois d'ailleurs, où j'ai eu à porter, à travailler un peu cette dimension stratégique des choses, à bien comprendre l'objet qui m'était confié pour savoir quelles étaient ses grandes qualités, ses points de faiblesse également, pour leverager quelque part son développement. Et après, le reste s'en est suivi. Comment est-ce que ta vision du leadership a évolué? Alors moi, je suis plutôt quelqu'un qui est un faiseur, donc je faisais beaucoup. Et quand bien même j'avais des équipes au démultiplier, bien sûr. Enfin, j'étais très dans l'opérationnel, très dans le faire les choses. Et si je prenais un peu l'image du vélo, pour y revenir, quand tu fais une poursuite par équipe à vélo en contre-la-montre, le temps est pris sur le 3e homme. Donc il faut arriver au moins à 3. Tout seul, ça ne sert à rien. Donc en fait, j'avais tendance parfois à confondre un peu vitesse et précipitation et à oublier que les gens se bougent parce qu'ils comprennent là où tu veux les amener. Et là où tu veux les amener, ce n'est pas des chiffres, c'est une vision. C'est ça qui les anime. Je ne fais pas ça parce que c'est dans les bouquins. Si c'est vrai, moi je l'ai vérifié à chaque fois. Je connais personne qui se lève pour plus de 20% de croissance. Mais je connais des gens qui se lèvent parce qu'on va aller sur Mars. Ça je connais, ça existe. Donc j'ai compris ça au fur et à mesure. Je l'ai compris, et d'ailleurs c'est plutôt quelque chose qui me parle, parce que moi, mon moteur personnel est aussi comme ça. D'ailleurs, on en parlait un peu tout à l'heure, l'ambition, l'idée de se dépasser, c'est des choses qui me parlent. Donc tout doucement, je suis passé peut-être et d'un management, et surtout d'un mode de fonctionnement où j'étais très faiseur, très à faire des choses, à tracter beaucoup de sujets moi-même, à l'idée plutôt de dire, ce qu'il faut, c'est que je donne envie aux autres d'avancer avec moi. Tu sais, cette fameuse phrase, je ne saurais pas la dire exactement, qui dit, je ne sais plus de quelle est d'ailleurs, qui dit si tu veux traverser l'océan, n'apprends pas à naviguer à tes marins, mais apprends-leur à fabriquer un bateau. Tu vois, c'est vraiment ça. Il faut aimer la mer. Il faut aimer la mer pour ça. Et je pense que ce que j'ai essayé de comprendre, c'est de me dire, si les gens aiment ce qu'on veut faire, s'ils sont animés par ce qu'on veut faire, alors ça se passera bien. Donc j'ai plutôt basculé d'un mode très très doueur à un mode où effectivement j'essaye plutôt d'être aspirationnel, c'est un grand mot, mais en tout cas de donner l'envie d'avancer. Il y a eu cet épisode de scission, on peut parler, ou d'indépendance du groupe, sur lequel je crois que tu étais plutôt dans les défenseurs. Oui, bien sûr. C'est la raison de ton départ? Non, c'est pas la raison de mon départ. Non. Moi d'abord, quand je suis parti, c'était pas fini. Et depuis, c'est passé d'autres éléments qui font qu'il y a une espèce de Yalta qui s'est mis en place, et c'est plutôt très bien. Comme disons, il y a eu un jeu un peu balle neuve, parce que je suis parti, Jean-Pierre Denis est parti 1 an après. Julien Caramona a repris la suite et je trouve que ce travail qu'il a fait est remarquable pour trouver un espèce d'équilibre. Donc moi je suis parti, c'était pas terminé. Donc, mais je suis pas parti pour ça. Moi je suis parti pour 3 raisons essentiellement. La première, c'est que j'ai toujours voulu entreprendre et j'avais 47 ans à l'époque. Et je me dis, ce que je voulais vraiment pas, mais c'est ça. C'est arrivé à 54, 55 ans, toujours en poste, si on m'avait pas poussé dehors avant. Et de me dire, il faut que je m'accroche parce qu'il reste 10 ans encore à tenir. Et ça, je crois que je me respecte assez pour ne pas avoir voulu m'infliger ça. Donc je voulais me mettre à coup de pied aux fesses avant que ça ne m'arrive. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, je te disais tout à l'heure, avec Jean-Pierre Denis, on a fait des choses extraordinaires. J'ai vraiment vécu... j'ai appris beaucoup avec lui, énormément de choses. J'ai fait beaucoup de projets dont je pourrais parler des heures et des heures. Et à un moment donné, si tu veux, il y a une espèce d'osmose entre les deux personnes qui, par l'usure du temps, fait que c'est un peu moins vrai. Et donc ce couple, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ou ce binôme qui fonctionnait super bien ensemble, il fonctionne toujours bien, mais... Voilà, il y a moins l'osmose qu'on a tous les jours, il y a moins l'envie de faire des choses ensemble. La passion s'estompe. Ouais, la passion s'estompe, et c'est la vie, c'est normal. Et donc, il est peut-être temps de passer à autre chose, et y compris pour le bien de la boîte, il était temps de mettre en place quelque chose d'autre pour que la boîte reste, parce que ça c'est important, sur la même dynamique. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième, c'est que je voulais aussi plus d'équilibre personnel. Alors, non pas que je travaille moins aujourd'hui, je travaille autant, si ce n'est plus,
Mais c'est quand même, je te l'ai dit, c'est un job qui m'a pris tout à peu près, je pense. Et encore une fois, je dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières, mais ça m'a quand même pris beaucoup de mon temps, de ma vie et de tout ce qui va avec. Et donc, je voulais pouvoir mieux manager ma vie, mieux l'organiser, mieux la structurer et trouver un autre équilibre. Donc, c'est les 3 raisons principales qui ont fait que je suis parti. À un moment, effectivement, février 2020, un peu charnière, parce que c'est à la fois le départ, pour moi, et c'est le Covid qui arrive quelques semaines après. Tu as une grosse confiance en toi pour te dire, après avoir été CEO d'une grande banque, 47 ans, c'est quand même très jeune, il te reste quand même pas mal d'années à bosser. T'as pas eu un peu peur à te dire, allez, je refais quand même un mandat, je repars, je me fais 5 ans. Je comprends très bien le côté à 54 ans, entreprendre, et pourtant il te reste encore un peu de temps. Ouais. T'as pas eu quand même une crainte de dire... Si, je pourrais t'en parler. Bien sûr, j'ai eu peur, mais simplement, je me disais, quand j'ai à 47 ans, si je donne des éléments un peu factuels, au moins les 3-4 DG qui m'avaient précédé ont pris leur fonction à 55 ans et ont fait entre 5 et 6 ans de mandat. Moi, j'avais 47 ans, j'étais plus jeune qu'eux, j'en avais fait 11 déjà. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est que pour répondre à ta question de savoir si il y a de l'usure par le temps, je sais pas s'il y a de l'usure, mais je pense que se renouveler constamment, en tout cas quand on est quelqu'un qui aime bien se renouveler, si on est dans la même bassine, entre guillemets, pardonne-moi l'expression, c'est pas toujours facile. Donc je pense, oui, qu'il peut y avoir une forme d'usure. Je sais pas, elle est différente selon les individus, elle est différente selon la maturité de la boîte qu'on dirige, selon les ambitions de la boîte qu'on dirige aussi. Mais je pense qu'il y a une réalité aussi derrière ça. Donc oui, j'ai eu peur, beaucoup plus que les gens peuvent l'imaginer. Moi, je résume ça souvent à... J'ai jamais fait de saut élastique, mais quand tu fais du saut élastique, j'imagine que quand tu as un peu les jetons, entre guillemets, tu bascules un petit peu, puis à un moment donné, il y a un point de non-retour. Bah moi, j'ai basculé longtemps avant que le point de non-retour soit atteint. À un moment donné, il a été atteint et je savais qu'il n'y avait plus le choix, il fallait que je parte. Et tu as un stress jusqu'à ce que l'élastique commence à se tendre. Exactement. Mais oui, j'ai eu peur, oui, je ne savais pas si j'aurais été capable. Tu pensais déjà à ton projet entrepreneurial Je pensais un peu, je pensais un petit peu. Alors, j'avais pas les idées hyper claires ou totalement claires. J'ai beaucoup affiné dans les 2-3 mois qui ont suivi. Mais je voyais à peu près ce que je voulais faire. Il y avait un sujet très fort pour moi qui était les territoires, c'est important. Il y a un sujet très fort qui était... J'ai quelque chose en tête qui est de dire, quand on change, il ne faut pas tout changer. Parce que sinon, c'est comme dans un modèle mathématique, si tu changes tous les variables en même temps, tu ne sais pas d'où vient le problème. Donc je me suis dit, si je change et que je fais l'entrepreneuriat et que je fais ça, il faut que je le fasse plutôt côté finance, plutôt côté territoire, que je connais bien, parce que là, je suis dans un élément que je connais plutôt pas mal. Donc j'ai commencé un peu à cerner les choses, mais je n'avais pas une idée très claire. Ce que je savais, c'est que j'allais commencer de zéro avec mon associé, par contre. Ça, je le savais. Qui lui avait créé quelques boîtes avant, donc il est quelqu'un qui, de ce point de vue-là, est assez remarquable, puisque il se met pas de frein dans la tête. Pour lui, c'est naturel de créer des boîtes. Il a toujours fait. Il a réussi, il en a raté. Il a toujours fait ça. Donc, il m'a donné finalement cette forme d'insouciance au moment où on lançait la boîte, qui était assez incroyable. Dès que j'avais une idée sur un sujet, je dis oui, pourquoi pas. Quand j'y repense, c'est vrai que des fois, je me dis, on a des idées où c'était un peu fou, que pourtant on l'a fait. Et parce que j'étais rassuré par son côté insouciance dans le bon sens du terme. Mais oui, j'ai eu peur. Moi, j'ai eu très peur. J'ai flippé. J'ai eu peur pour ma famille. C'est parce que ma famille, même si j'avais un peu d'argent à l'époque, un peu de patrimoine, quand tu as les enfants mes enfants, ils avaient 16-17 ans à l'époque. Ouais, ils commencent à arriver au moment où... Ouais, tu vois, mon épouse, qui a toujours été supportive et qui m'a toujours dit, tu fais ce que tu penses bien. Bon, je pense qu'elle a dû se poser la question plusieurs fois sans trop m'en parler de, c'est bien gentil son truc, mais qu'est-ce qu'on va devenir avec ça? Donc oui, donc tu as forcément peur. D'ailleurs, j'ai envie de dire heureusement que tu as peur, parce que c'est aussi un élément qui t'équilibre, je pense, la peur. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas peur, moi, j'y crois pas. Donc, d'ailleurs, un dirigeant, il est payé pour avoir peur sans le montrer aux autres. Parce que s'il n'a pas peur, il est dangereux. Et s'il le montre aux autres, il est dangereux aussi. Il faut qu'il ait peur, il faut qu'il le gère, et il ne faut pas qu'il le montre aux autres. Parlons d'Épopée Gestion. Est-ce que tu peux nous pitcher Épopée? Bien sûr. Épopée Gestion, c'est une entreprise qu'on a créée avec Charles, mon associé, il y a maintenant 5 ans, qui est une entreprise qui a vocation à faire 2 choses, à investir dans des entreprises ou des actifs, et à accompagner ces actifs ou les entreprises au sens opérationnel, de sorte qu'on fasse que les territoires deviennent une vraie réponse à nos grands enjeux de transition, que sont les transitions écologiques, sociétales et économiques. Pourquoi ? Parce que ce que nous pensons, nous, aujourd'hui, c'est que notre pays souffre d'une trop grande concentration. On est à Paris aujourd'hui, dans les grandes villes notamment, trop de population, trop d'agents économiques, parfois trop de pollution et même parfois des maladies. Et que le pays gagnerait beaucoup à se déconcentrer pour exploiter davantage que les territoires ont comme richesse. Mais pour que les territoires se développent, il ne s'agit pas de créer des maisons avec des églises, il faut des entreprises. Et ces entreprises, il faut les aider à se créer, il faut donc les financer, il faut les aider à grandir, il faut donc les financer une nouvelle fois et les accompagner. Il faut des infras autour, infrastructures immobilières, infrastructures tout court. Et donc on est né comme ça, avec cette idée de dire que finalement la meilleure réponse aux grands enjeux que j'évoquais, c'est de faire ça. Et donc on a dit on va le faire sur une zone qu'on connaît bien, l'arc atlantique, on va le faire sur les métiers qu'on connaît bien. On a commencé par le VC, donc l'innovation. On a 2 fonds de 80 millions d'euros. Puis on a dit les PME, c'est un enjeu important.
J'avais eu un échange avec Nicolas Dufour, au moment où on lançait Epopée Gestion, qui m'avait dit Ronan, il y a un grand sujet, c'est le financement des PME. Et effectivement, en 2020, si on s'en souvient, une start-up qui ne levait pas 100 millions d'euros n'était pas une start-up digne de ce nom. Mais quelle était la PME qui était capable de lever 100 millions d'euros à l'époque? Il n'y en a pas beaucoup, et même encore aujourd'hui. Or, créer des champions grandes ETI, comme celles que je connais en Grand Ouest, par exemple, des boîtes comme Samsic, Christian Rouleau, des boîtes comme Le Duf, Berger Doré et autres, Roulier, il faut des investissements et donc il faut du capital. Donc on dit on va apporter du capital aux PME. Donc ça, c'est le deuxième levier. Le troisième, c'est l'immobilier, parce qu'il faut des infrastructures immobilières également. Donc on finance des bureaux, de l'hôtellerie, parce qu'il faut aussi être une terre attractive. Et le dernier, c'est l'infra, parce qu'il faut des infrastructures il faut que tout ça, ça fonctionne, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient d'économie d'énergie, qu'elles soient de recyclage de déchets. Et donc voilà, on a ces 4 métiers qu'on a lancés en ayant une logique un peu d'écosystème. C'est pas une logique de plateforme comme on pourrait le dire classiquement dans les métiers d'asset management, c'est ce qu'on fait comme métier. C'est vraiment une logique d'écosystème. On dit que tout ça, ça répond à des problèmes qu'on vient adresser par une thèse d'investissement et de l'accompagnement. Et demain, on développera autant de verticales que de problèmes qu'on a identifiés. Donc c'est ça, Epopée Gestion. Et c'est une boîte également qui est assez engagée, qui est entreprise à mission depuis 2 ans, qui compte aujourd'hui 45 collaborateurs, qui gère 820 millions d'euros et qui a comme très caractéristique d'être cohérente avec sa thèse. C'est-à-dire qu'on a une thèse d'impact territorial et donc on s'est aligné totalement par rapport à ça. Ce qui veut dire pour nous que chacun de nos actifs, qu'il soit entreprise ou réel, a une trajectoire ESG qui lui est propre, avec des indicateurs qu'elle suit. Tout notre caride dans les fonds est indexé au moins à 30% sur les indicateurs ESG. Chaque 80% aujourd'hui des collaborateurs de la boîte sont actionnaires d'Epopée Gestion. Et tout en amont, on a créé un fonds de dotation qui vient sur la base de notre caride et d'une partie de nos frais de gestion, financer de manière non-profit des commerces de proximité. Donc tu reverses une partie des carides au fonds de dotation. Exactement, et moins de frais de gestion. Parce que on n'oublie pas, nous, qu'un écosystème dynamique, c'est un écosystème dans lequel les gens vivent. Et pour qu'ils y vivent, il faut qu'ils y logent, il faut qu'ils aient des commerces. Et ces commerces, il faut qu'ils grandissent. Donc de manière non-profit, puisqu'on y apporte tous les ans entre 200 et 300 000 euros, on finance des commerces de proximité sans que ça revienne jamais dans la poche d'Epopée Gestion. Comment sont passés les premiers temps? Écoute, ce qui est assez intéressant, une analogie que je pourrais faire, parce que toi, ça te parlera, je pense. Moi, quand je monte le Ventoux, à chaque fois que je monte le Ventoux, j'ai mal au bide dans l'arrivée en bas. Parce que je sais que c'est dur. Le Ventoux, je sais que c'est une montée qui est très difficile. Ou le Granon, si on prend le Granon, qui est un col très difficile. Et donc à chaque fois que je suis en bas, j'ai mal au bide. Une fois que je suis dedans, c'est fini. Une fois que je suis dedans, je suis de mon effort, je suis concentré. Et ça se passe plutôt bien en général. Et bien là, ce que j'ai observé pour la première fois, parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais fait, c'est que, bien sûr, si on ne s'est pas trop trompé sur la thèse, bien sûr, si on peut capitaliser, tu as raison de le dire, y compris sur un réseau qu'on a su construire, et c'est vrai que j'avais su construire un réseau, une fois qu'on est dans l'effort, dans le faire, finalement, je ne vais pas dire c'est facile, c'est pas vrai, mais on a la couche de peur, la couche d'appréhension, elle disparaît. Et donc, on est concentré sur réussir, exécuter proprement, le plus proprement possible. Et donc, je dois avouer que même si on a eu parfois des moments de doute, comme on en a toujours, quand tu lèves du capital, les premiers 10 millions d'euros qu'on lève, bon, je sais pas, c'est quoi, on a fait la fête, tu vois. Donc, on a tellement attendu pour les avoir. Mais il n'y a pas eu. C'est vraiment pour moi cette image-là, c'est de se dire avant, on a vraiment beaucoup eu peur. Une fois qu'on était dedans, après, on a déroulé notre truc. Et on a même, nous, parce qu'on considère qu'on est loin du but encore, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et quand les gens disent, ouais, c'est pas mal et tout ce que vous avez fait en si peu de temps, nous, on voit même pas ça comme ça. Vraiment, et sincèrement, c'est pas de la fausse modestie. C'est qu'on se dit, nous, on est dans notre truc, on exécute ce pourquoi on a décidé de naître. Et ce qu'on veut faire, c'est bien plus grand que ce qu'on a fait aujourd'hui. Pas forcément en taille d'actifs, d'ailleurs, mais en termes d'impact qu'on va avoir. Et on est vraiment concentré sur ce qu'on fait, quoi. Nous, quand je dis nous, c'est Charles et moi, et bien sûr les 43 autres personnes qui, depuis, nous ont rejoints, bien entendu, quoi. Ton engagement en tant que dirigeant, tu disais société à mission, est-ce que toi, c'est quelque chose que finalement, tu as toujours eu? Plutôt prise de conscience. Franchement, non, je ne peux pas dire que je l'ai toujours eu, c'est pas vrai. Par contre, en fait, ce qui m'a fait prendre conscience, et c'est très intéressant ta question, c'est que plus le débat, plus les enjeux autour des transitions écologiques ou même sociétales sont venus sur la table, plus je trouvais que les réponses qu'on y apportait n'étaient pas les bonnes. Enfin, je m'explique. J'espère que je choquerai personne en disant ça, mais moi, quand j'entendais un jour parler de la meilleure réponse possible pour que les territoires existent, c'est de mettre des RER dans toutes les grandes métropoles, je me suis dit, mais c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. La qualité de vie de quelqu'un qui vit à Saint-Malo, c'est pas de venir vivre en RER, travailler à Rennes. C'est d'avoir une boîte qui se crée à Saint-Malo, qui se développe. Et donc, ce qui m'a fait prendre conscience et l'envie de m'engager avec Charles, c'est de nous dire, mais finalement, les territoires sont les éternels oubliés des transitions, c'est ce que je dis souvent, alors que c'est la meilleure réponse aux transitions. Simple, c'est simple. C'est simple dans ce qu'il faut faire, c'est compliqué dans l'exécution. Simple que de se dire, si des boîtes existent, grandissent, emploient des gens, font vivre des gens autour, font vivre des villes et des villages, alors on aura répondu à ces grands enjeux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout le monde comprendra aisément tous les impacts que ça peut avoir dans toutes les dimensions qu'on évoquait. Et c'est plutôt la montée en puissance de ces débats dans la société et le sentiment qu'on avait parfois que les réponses qui étaient apportées étaient ou pas les bonnes ou trop alambiquées
nous a fait dire, mais moi, nous, on va s'engager, on va dire, nous, il y a un truc qui n'est pas très compliqué à faire, en tout cas, intellectuellement parlant, dans l'exécution, c'est autre chose, et donc on va apporter notre pierre à l'édifice comme ça. Donc c'est plutôt comme ça que ma prise personnelle de conscience, elle est venue, effectivement. Quel est le regard que tu portes sur ce sujet de scalabilité de nos PME pour faire plus de TI dans les territoires et répondre à plein de choses, tu vois. Moi, ce que j'observe pas mal, c'est que souvent les freins, ils sont dans la tête des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'en fait, les patrons de PME, j'en croise tous les jours des gens incroyables, de toute taille de boîte. Et souvent, le plafond de verre, c'est eux qui se le mettent. Souvent, ils te disent, j'ai une super ambition, je vais faire 100. Et quand ils te disent ça, tu regardes, tu dis, mais toi, tu devrais dire que tu vas faire 200, vu ce que tu m'as dit juste avant. C'est ça la logique. Et je pense que souvent, ce manque, entre guillemets, ce plafond de verre qu'ils se mettent, je préfère ça au côté manque d'ambition, parce qu'ils sont ambitieux, mais ils se mettent un plafond de verre, il est lié pour beaucoup à l'écosystème qui est autour d'eux, à l'accompagnement qu'ils peuvent avoir. Et je pense que les gens dont nous sommes, les acteurs dont nous sommes, avec une casquette un peu plus entrepreneuriale, on se définit souvent comme un fonds d'investissement d'entrepreneurs pour entrepreneurs, doivent aider à ça, doivent aider à apporter du capital, bien sûr, mais aussi derrière faire prendre conscience à l'entrepreneur, tu peux aller beaucoup plus loin, tout en restant fidèle à ce que tu es. Fidèle à ce que tu es, c'est une boîte familiale, par exemple, un ancrage territorial très fort. Tout ça, c'est respectable et ça doit rester, mais tu peux aller beaucoup plus loin. Et nous, on va t'aider à aller beaucoup plus loin. Donc moi, j'observe ça pas mal, c'est-à-dire que si finalement on veut aider le tissu de PME à devenir un tissu de TI dense, il y aura à la fois des choses techniques à faire, qui sont de l'apport d'argent, qui sont du business opérationnel, et puis à la fois un état d'esprit parfois à faire changer. Du aussi. Coaching, du mentorat. Ouais. Demain, je vois l'entreprise demain, je rentre en Bretagne ce soir, je vois l'entreprise demain. Tu as un entrepreneur qui me paraît incroyable, qui a une boîte que je trouve extraordinaire. J'ai hâte de voir ce qu'il va me dire, mais je suis sûr qu'il va me dire un truc ambitieux dans sa tête, et qui sera sur 3 niveaux en dessous de ce qu'il est capable de faire. Et nous, notre job, y compris si on veut répondre à notre thèse, c'est de faire en sorte que ces verrous sautent pour que derrière, on fasse vraiment des champions en région, quoi. Encore plus de champions qu'on en a aujourd'hui. La grande caractéristique de gens, sans citer trop de noms, mais de ceux que je connais bien, comme Christian Rollo, par exemple, avec le Duf, c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un plafond de verre. Eux, ça n'existe pas. Mais vraiment pas du tout, quoi. Même encore aujourd'hui, c'est des personnes qui ont dépassé les 70 ans, je pense. Moi, à chaque fois que je les croise, je me dis, c'est impressionnant. Toujours par les idées, la créativité, mais toujours par l'idée de dire, il n'y a pas de limite. Et ça, je crois que, pour des raisons que je ne m'explique pas, alors dans la zone que je connais bien, on a mis peut-être parfois trop de limites aux gens. Et donc, il faut leur faire sauter ces verrous-là, et c'est à nous de les aider à le faire. Beaucoup de freins ou de perceptions dans la tête des dirigeants qui est de dire, j'ai une entreprise familiale, si j'ouvre mon capital à un investisseur, c'est fini. Donc ça, j'imagine que tu dois l'entendre assez régulièrement. Qu'est-ce que tu réponds généralement à ça ? Moi, je pense que, d'abord, ce qui est important, c'est la manière dont on se présente à l'entrepreneur. Je crois que notre industrie, l'industrie alors il y a des exceptions, bien sûr, y compris la maison d'ailleurs que je dirigeais avant, a une très belle, il n'y a pas qu'elle, une très belle filiale qui fait du capital investissement avec une proximité entrepreneuriale très très forte. Donc il y a des exceptions. Mais de manière générale, on va dire, et c'est vrai notamment quand il faut passer au stade d'après, où tu cherches des plus gros tickets, donc des plus gros fonds d'investissement. L'approche des fonds a souvent été très financière, très jargonnante, très parfois hautaine, avec des gens qui eux, attendent une relation de simplicité, attendent qu'on se tape dans la main et on est d'accord, moi je caricature un peu. Et donc, la confiance est très compliquée à construire. Et je pense que l'actif le plus important à construire quand on vient voir l'entrepreneur, c'est la confiance qu'il a en vous. Et nous, on passe beaucoup de temps, pour le coup, tu vois ce que je vais faire demain, à voir des gens alors qu'on n'a pas de projet avec eux. Mais juste pour qu'ils nous connaissent, qu'ils sachent comment on fonctionne, qu'ils sachent quel est notre état d'esprit, qu'ils comprennent effectivement que si on vient demain à 20% au capital, c'est pas pour autant qu'ils ne seront plus chez eux, qu'on va leur demander des choses, c'est vrai, et qu'on n'est pas totalement neuneux non plus, et qu'on comprend que voilà, lui, ce qu'il veut, c'est que sa boîte continue à grandir, qu'elle reste une boîte familiale, et que donc les clauses qu'on prévoit permettent d'organiser ça. Donc on essaie de présenter un peu notre philosophie, la manière de faire. Encore une fois, il y en a d'autres qui le font aussi, mais je crois que notre secteur, ça change. Le secteur a beaucoup souffert de ça. Et puis il a aussi souffert d'un truc qui parfois il me fait un peu sourire, je caricature volontairement, c'est qu'on est plus occupé parfois à savoir si on va faire 15,71 ou 15,72% de TRI, plutôt que de bien comprendre la stratégie de l'entrepreneur. Alors que ce qui compte, c'est de bien comprendre sa stratégie d'abord. Le reste viendra. Bien sûr, c'est important, il viendra tout seul. Ça, je pense que c'est un point clé. La pression de la perf quand on est une société de gestion, ça met la boule au ventre et c'est vraiment quelque chose de complexe. On joue avec l'argent des gens, on a une responsabilité et donc cette pression-là, elle est peut-être pire finalement que celui d'un dirigeant parce qu'un entrepreneur perd son argent, il a pris son risque. Là, éventuellement, si on n'a pas une bonne perf ou qu'on perd de l'argent, on joue avec l'argent des autres. Comment tu as senti finalement cette différence entre... Ouais. Alors moi, pour dire les choses, peut-être que je les ai ressenties. Quand j'étais DG d'Arca, je dis la pression que j'avais, c'était la pression
quelque part du poids des responsabilités, de ce que ça voulait dire que de conduire un groupe de 11 000 personnes, là où on voulait l'amener, avec tout ce que ça veut dire si tu te trompes. C'est tout ça qui faisait que c'était, en plus de la charge de travail qui était, on va dire, mentale, qui était très forte. Chez Épopée Gestion, j'ai tenté de dire que ces sujets-là sont moins vrais, parce que c'est plus petit, c'est au sens des équipes, je sais faire quelque part, donc bon, voilà, ça va. Par contre, la vraie pression qu'on a, nous, bien sûr, c'est de faire de la perf aux investisseurs, ça c'est hyper fondamental, et chaque jour qui passe, on essaie de travailler très focus là-dessus. Mais je crois qu'on se met aussi une grosse pression pour être au rendez-vous de ce qu'on veut faire en termes de thèse. L'impact. On veut envie de ça, donc on n'a pas envie de décevoir là-dessus, on a envie que la promesse qu'on fait, quand on dit qu'on est différent, pas par coquetterie, mais que ce soit bien vu que c'est pas une coquetterie, mais qu'il y a une vraie différence et que ça se voit in fine quand on fait les choses. Alors c'est un peu trop tôt encore pour le dire, mais c'est bien ça qui est notre pression à nous. Bien entendu, je le dis, c'est évident, l'argent que nos investisseurs nous confient, il ne s'agit pas de leur rendre juste au nominal, mais avec un bon TRI. Mais ce bon TRI sera aussi là, ça va bien faire notre job. Parce que nous, ce qu'on sait plutôt bien faire, c'est sourcer des deals pas trop concurrentiels, sur lesquels on va justement rentrer sur des prix pas trop élevés, donc aller chercher la réserve de TRI. Donc ça, on travaille pas mal les choses en amont. Par contre, la capacité à avoir un vrai impact derrière, à faire que ces boîtes grandissent vraiment, deviennent vraiment les acteurs importants du territoire, toujours ancrés dans ces territoires, ça c'est important pour nous aussi. Ça, c'est une vraie pression qu'on a tous les jours, effectivement. Comment est-ce que tu t'entoures et où est-ce que tu vas chercher finalement des réponses aux doutes que tu peux avoir et que j'imagine que tu dois avoir? Quand tu es entouré de personnes, tu as comme un risque assez fort que beaucoup de gens te disent, parce que dans les grandes organisations, il y a plein de jeux qui se passent, te disent un peu ce que tu as envie d'entendre. Pas séparé de tout le monde. Moi, j'ai eu des collaborateurs qui me disaient régulièrement non, je n'aurais pas fait comme ci, comme ça, mais tu as quand même un peu ce risque, surtout si tu es quelqu'un qui est un gros moteur. Si tu as une capacité de persuasion assez forte, ce risque il est accentué parce que quand tu embarques les gens avec beaucoup d'assertivité, j'ai envie de dire ton assertivité, ce qu'il faut, et on est tous d'accord là-dessus, c'est la communiquer. J'ai un copain qui est pilote de voiture, ce qu'il me dit toujours, c'est quand tu arrives à 200 à l'heure dans une courbe, on ne soulage pas la pédale dans le virage, hein, sinon on part direct dans le mur. Là c'est pareil, quand tu es assertif, il faut l'être jusqu'au bout. Et quand tu es très assertif, tu as plus de risques, me semble-t-il, que les gens n'osent pas te poser de contradictions, ou trop de contradictions, ou même peut-être tout simplement convaincu par ce que tu dis, et donc ne voient pas peut-être que tu peux faire fausse route, ou que tu aurais peut-être besoin de faire un pas de côté pour réfléchir. Donc ça, pour pas être naïf, c'est que ça existe malgré tout. Mais une fois qu'on a dit ça, moi j'avais d'abord la chance d'avoir Jean-Pierre avec moi. Jean-Pierre m'avait dit ça au début, ça a été vrai pendant de nombreuses années, qu'il se considérait un peu comme mon grand frère dans cette aventure. Bien sûr, c'est une image, mais ça voulait dire aussi qu'on pouvait partager pas mal de choses. Beaucoup plus au début qu'après, parce que passé 42, 43 ans, je considérais aussi que j'avais pas à l'embêter avec mes petits tracas du quotidien, entre guillemets. Mais j'avais quand même ça qui était assez intéressant. Mais qui n'enlève pas. Votre binôme fonctionnait comme ça? Tu avais cette capacité à pouvoir lui dire, t'étais pas, non, il est président, donc je vais lui dire tout va bien. Non, mais Jean-Pierre était quelqu'un qui. D'abord, moi j'ai toujours considéré qu'on n'apportait pas des problèmes à un patron. On apporte un problème et des solutions. Donc j'ai toujours fait ça avec Jean-Pierre. Je suis jamais arrivé en disant, Jean-Pierre, là il y a un gros problème, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, j'ai jamais fait. Par contre, quand j'avais des doutes, quand j'avais un dilemme, quand j'avais besoin d'être challengé, ou quand j'avais certitude, mais dont je disais peut-être qu'elle mériterait d'être un peu bousculée, je pouvais aller le voir et c'était quelqu'un qui était très bon sparring partner et d'ailleurs qui, à l'inverse, lui-même, dans ce qui était son registre, acceptait très largement qu'on lui dise non, Jean-Pierre, il a un gros caractère aussi, grosse capacité de persuasion, mais il aimait bien, en tout cas dans le secret d'un bureau. Moi je dis toujours, c'est toujours pareil, tout ça, ça se fait dans le secret d'un bureau. Il n'y a pas de témoin, on peut se dire les choses en toute confidentialité et en toute sécurité. Mais ça, on le faisait plutôt pas mal. Ça n'enlève pas, malgré tout, ce que tu évoquais tout à l'heure. La solitude du dirigeant, c'est une réalité. C'est une réalité parce que quand tu arrives le matin au bureau, quelle qu'ait été ta nuit, ta journée, ton week-end, il faut que tu aies la banane. Point numéro 1. Quand tu décides, il ne faut pas que dans ta prise de parole, dans ce que tu dis, il y ait la moindre hésitation. C'est mon isma du virage. Il ne faut pas que ça te soulage la pédale, sinon ça ne va pas aller au bout. Les gens, ils avanceront si jamais tu es assertif. Et donc tout ça, ça te crée quand même des moments de solitude assez forts, parce que si tu es quelqu'un de normalement constitué, tu doutes, effectivement. Tu doutes, tu te demandes si tu as fait le bon choix. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, douter, je trouve, c'est plutôt sain, parce que ça mène à peser les choses. Tu ne doutes pas, tu ne pèses pas les choses. Mais ça crée quand même une vraie solitude que tu peux pas... qui pour moi, alors tu peux trouver, je l'ai fait, des coachs avec qui tu peux par exemple avoir des échanges qui vont t'aider à grandir certaines dimensions de ta personnalité. Tu peux avoir Jean-Pierre avec qui j'ai eu ces échanges parfois très nourris. Il n'en demeure pas moins qu'un dirigeant, c'est quelqu'un qui est seul, quoi qu'on en dise. Et c'est inhérent à la fonction, c'est inhérent à ce qu'on attend de lui. Parce que, tu vois,
à la fois, je trouve bien cette évolution qu'il peut y avoir de la société où on dit on manque beaucoup plus ses fragilités. Moi, le premier, d'ailleurs, j'ai moins de scrupules sur l'autre à le faire. À la fois, quand tu diriges une boîte de quelques centaines de personnes, 10 000 personnes, chaque pas, chaque regard, chaque mimique est épié. C'est observé. Parfois, c'est frappant. Et interprété surtout. Des fois, il n'y a rien, et on l'interprète. Ton body language. Exactement, tout est interprété. Et c'est normal. C'est normal. Toi, tu peux le vivre comme étant anormal, à titre perso, mais quand tu te mets de l'autre côté de la barrière, dans les chaussures des gens, comme on dit, tu comprends. D'ailleurs, je l'ai sans doute fait quand j'étais plus jeune et que mes chefs moi-même. Et donc, quand tu as ça, quand tu as conscience de ça, par définition, ça crée un phénomène un peu de carapace, d'une part, de solitude, tout ce qu'on veut. Mais je pense que on peut y pallier, on peut trouver quelques dérivatifs qui aident effectivement en forme de béquille à soulager un peu les choses. Pour moi, c'était Jean-Pierre, c'était les coachs, mais on peut pas le remédier à ça, c'est comme ça. Est-ce qu'un dirigeant peut couper ? Non. D'ailleurs, j'y arrive toujours pas d'ailleurs. J'arrive toujours pas. Toute proportion gardée, c'est... Mais moi, je suis plutôt quelqu'un branché H24. J'exagère un peu, mais il y a toujours un truc qui me passe par la tête. Je suis toujours sur le qui-vive sur tel ou tel sujet. C'était encore plus vrai quand j'étais chez Arca, où je t'ai dit, c'était 7 jours sur 7. Alors, je dis pas que 7 jours sur 7. Il faut imaginer dans l'ordinateur à travailler, mais la boîte était dans ma tête tout le temps. Et ces enjeux étaient dans ma tête tout le temps. Un peu ton image des 2 écrans, là. Il y avait toujours un truc, une fenêtre qui passait sur mon arrière, qui revenait devant, tout le temps. La nuit, je vais même arrêter à un moment donné de faire un truc que je faisais trop, c'est que c'était à l'époque où on prenait quelques calepins, où je me réveillais la nuit, je notais sur un calepin et tout. Ça, j'ai arrêté parce que ça me tuait ma qualité de sommeil. T'arrives plus à t'endormir après. Après, moi, j'ai ça. Oui, après, t'as le cerveau qui tourne, bon bref. Mais en fait, non, je suis pas très bon pour ça. Objectivement, c'est pas bien, parce que je pense que c'est pas mal de se faire couper de temps en temps. Moi, je pense d'ailleurs que c'est pas un hasard non plus si je fais un sport qui s'appelle le cyclisme, qu'on peut très difficilement pratiquer avec un téléphone entre les mains. Donc jusqu'à ce qu'ils inventent des trucs très intelligents, ça commence à arriver pour pouvoir téléphoner et faire pas mal d'autres choses. Mais c'est aussi parce que je pense que l'effort, par exemple, quand il est mis à son paroxysme, t'oblige à baisser la garde, à tout point de vue. Et donc en fait, tu es dans ce que tu fais. Et je pense que moi, le dérivatif que j'ai trouvé pour pallier cette incapacité qui est la mienne, et j'en suis conscient, pour y avoir réfléchi, à couper, c'est d'avoir choisi ou d'avoir capitalisé sur une activité dont je sais qu'à un moment donné, je vais être obligé d'être sur ce que je fais. Parce que sinon, j'y arriverai pas. Et c'est le truc que j'ai trouvé pour couper. Mais sinon, je suis pas très bon. On parlait du vélo, tu cours également. Tu as toujours pratiqué. C'est resté dans ta vie comme un équilibre entre le boulot et le sport. Presque toujours. Jusqu'à mes 18 ans, avant de rentrer en prépa, j'avais un assez haut niveau à vélo. Très très bien. Après, j'ai coupé en rentrant en prépa. Ma deuxième année de prépa, l'année et demie, là, j'ai repris un petit peu pour m'entretenir, mais sans plus. Et en fait, une fois que je suis rentré dans la vie professionnelle, j'ai arrêté. Je courais une fois par semaine, c'est tout. Le sport, c'est comme tout. C'est une discipline. On commence par motivation, on continue par discipline. Moi, les gens qui me disent « je suis toujours motivé », ça n'existe pas, je pense. Tu es motivé par un objectif de long terme. Et à un moment donné, tu dois... T'as pas envie, tu n'as pas envie, il faut faire. Il fait froid. Ouais. Et les gens c'est souvent l'expression qui dit les gens s'arrêtent quand ils sont mal, moi je m'arrête quand j'ai fini. C'est un peu ça. Moi je m'arrête quand j'ai fini. Je m'arrête quand j'ai fini ce que j'avais à faire. Et donc je me suis donné cette discipline depuis 2003, tout doucement, de reprendre. Et aujourd'hui, effectivement, pour moi, c'est dans mon agenda. Bien sûr, avec des périodes où les vacances sont plus simples pour en faire comme j'ai envie. Et autrement, dans le boulot, j'ai trouvé comme le vélo, c'est exigeant, ça prend du temps. Mais maintenant, il y a Home Trainer connecté qui permet de faire des exercices 3/4 d'heure. Je peux faire du vélo le samedi et le dimanche si j'ai envie. Et je fais un peu de course à pied. Mais je garde ça vraiment, mais je l'ai remis. Mais j'ai coupé à un moment donné. Et j'ai repris un peu après une prise de conscience salutaire, je pense. Est-ce que tu as des regrets de certaines choses où tu te dis, finalement, j'aurais dû être plus présent, j'aurais dû... Au niveau perso, tu veux dire ? Ouais, tu vois. Alors ça, si je commence par ça, avant de revenir à ta question centrale, là, oui, alors des regrets, je sais pas s'il faut dire ça, mais je suis pas fier de tout ce que j'ai fait. Tu vois, je le dis, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Tu vois, je te donne un exemple, je l'ai pas beaucoup parlé, mais c'est un truc dont vraiment je suis pas fier, surtout quand je vois comment notre société a évolué. Nous, le groupe a racheté Fortuneo, Arkea, le 3 juin 2006. Et si je me rappelle très bien de cette date, c'est que c'est la date de naissance de notre garçon, notre deuxième enfant. Et en fait, notre fils est né dans la nuit du 2 au 3 juin. Et Noé, il s'appelle. Et moi, j'étais appelé à 8h du matin par ceux qui vantaient la boîte à l'époque, des gens super d'ailleurs, qui étaient à Orly. J'avais obtenu qu'on fasse la négociation en Bretagne quand mon épouse accouche. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut venir ? Je leur ai dit, oui, vous pouvez venir, mon épouse a accouché. Et donc, pendant un week-end entier, on a négocié l'acquisition. Pendant le mois qui a suivi, j'étais pas là. Mais vraiment pas là. Et mon épouse a eu quelques complications suite à son accouchement. Et tu vois, je me dis, Dieu seul sait si j'aime mes enfants comme n'importe quel parent, mais j'étais aveuglé par ce que je faisais.
J'étais aveuglé, pas par l'ambition, mais par l'envie de faire des choses, de bouger des lignes, par l'excitation de ce que je faisais. Ça m'a tellement aveuglé que j'en ai oublié des choses qui sont quand même... je me foutrais bien un coup de pied aux fesses à celui que j'étais à ce moment-là, si tu veux, vu d'aujourd'hui. Donc ça, des choses comme ça, j'en ai fait quelques-unes. Franchement, j'en suis pas fier. Après, qu'est-ce qui m'amène encore à me bouger aujourd'hui? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, je suis quelqu'un de, comme beaucoup de gens, comme toi, sans doute comme d'autres, extrêmement curieux. Tout m'intéresse. Donc dès qu'on me dit un truc, d'ailleurs, avec mon épouse, c'est presque une boutade. Elle aime bien, elle est plus posée que moi, beaucoup plus, etc. C'est une de ses qualités d'ailleurs. Et donc, elle n'ose plus me donner une idée, parce que dès qu'elle me donne une idée, elle n'a qu'une trouille, c'est que je m'en empare et que je veuille en faire quelque chose. Et donc, en fait, ça, c'est un truc qui m'anime beaucoup. Le côté curiosité, toujours bouger les choses, inventer, trouver. Dans mon domaine, j'ai une fille qui est violoncelliste, donc elle est créative un peu dans l'âme. Moi, je suis créatif plutôt dans le domaine un peu business, donc j'aime bien ça. Donc ça c'est un truc qui m'anime toujours. Et il y a un deuxième point qui, pour moi, est un point, j'espère être toujours très jeune, mais qui m'anime beaucoup, c'est l'idée de transmettre. Ça, c'est un truc qui vraiment, de plus en plus, m'anime. Transmettre mon expérience, transmettre ce que j'ai pu apprendre, transmettre l'envie de faire des choses, ce à quoi je crois. Ça, c'est une chose qui m'anime énormément. Donc aujourd'hui, je crois que c'est les deux par. Tu veux, j'ai eu de l'ambition, on en a parlé tout à l'heure, je n'ai plus d'ambition personnelle. Moi, quand j'ai quitté Arkea, on m'a proposé les postes au directeur général, etc. Vraiment. Et sincèrement, il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Et si tu me poses la question aujourd'hui, quand je dis je n'ai pas d'ambition, je ne dis pas que ça n'a pas créé un trou chez moi. Je ne dis pas que ça n'a pas créé un manque de quelque chose. Mais je ne suis plus animé par l'envie de diriger plus grand, plus gros, plus de visibilité, etc. C'est pas mon. Je peux avouer que ça a pu être mon moteur, c'est vrai. Quand je fais un peu d'introspection, ça l'a été, je pense. Ça ne l'est absolument plus. À l'inverse, être capable de toujours être curieux, d'être sur la balle, d'être toujours capable de montrer des choses que je sais faire avec, pour reprendre ce que disait Jean-Pierre à l'époque, peut-être moins cette fougue de celui qui a moins de 40 ans, mais plus un peu cette finesse de celui qui a un peu l'expérience, qui peut donc manier les objets différemment. Ça m'intéresse. Et transmettre à ceux qui m'accompagnent, y compris des plus jeunes, dont je suis jamais plus fier quand ils font des belles réussites. Ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Ça, c'est beaucoup. Comment est-ce que tu te formes? Moi, j'ai une hantise. C'est vrai que j'ai un peu une hantise de la déqualification, entre guillemets, en disant si jamais je rate des trains, si je vois pas des choses arriver. Et c'est vrai que, notamment sous tout l'angle techno, tu as tellement de révolutions en cours en ce moment que c'est un peu comme mon père connaissait pas Excel. Quoi. Aujourd'hui, si tu as certains trucs que tu n'es pas en IA, tu vois que les jeunes le maîtrisent beaucoup plus que toi. Tu dis, bon, effectivement, donc je passe beaucoup de temps sur ce sujet-là que ça. Mais par ailleurs, ce que je fais beaucoup, c'est une phrase que je dis souvent et de plus en plus. Moi, je fais quelque chose pas trop mal, je pense, c'est que je laisse sa chance à la rencontre. Donc je vois beaucoup de monde. Toujours. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, parce que je me nourris, y compris dans l'apprentissage, de ce que les autres me disent. Parfois directement, parfois parce qu'ils m'ouvrent l'esprit sur un truc que je dois aller voir. Et donc c'est un truc que je fais depuis que je suis DG d'Arkea. J'ai passé beaucoup de temps à voir du monde. Et c'est comme ça que d'ailleurs que j'ai maturé la stratégie, c'est un gros mot, en tout cas un peu la vision qu'on pouvait se faire de ce qu'Arkea pouvait être, en voyant beaucoup de monde de secteurs très différents, d'environnements très différents, d'âges très différents également. Et donc je trouve que cette idée de donner la chance à la rencontre, de voir des gens d'environnements très différents, t'aide à rester alerte. Et en tout cas, te montre te met un coup de pied aux fesses à chaque fois. Tiens, lui, ce qu'il m'a dit, ou elle, ce qu'elle m'a dit, moi, je connais pas aussi bien que ça, faut quand même que j'aille me regarder. Donc je fais ça beaucoup, et d'ailleurs, je conseille aux jeunes de la boîte, je leur dis, c'est un investissement. C'est un investissement de voir des gens et de rencontrer des chaînes de richesse d'abord, et c'est un investissement. Donc je vois énormément de monde, et je crois que ce que j'ai fait de mieux dans ma carrière, c'est ça. Et pour moi, non pas que ce soit la meilleure formation, c'est pas vrai. En tout cas, c'est la meilleure manière de rester en alerte sur les sujets sur lesquels je dois parfois travailler un peu plus, ou m'ouvrir un peu plus, tu vois. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 jours, j'étais avec un entrepreneur qui a créé une belle banque corporate en ligne qui a été revendue d'abord à la Société Générale, puis un fonds anglo-saxon là, qui commence par un S, qui s'appelle Shine. Nicolas, tu vois, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Tu vois, j'ai passé 20 minutes avec lui hier. On devait se voir physiquement, et puis avec la neige qui va à Paris, on s'est vu en visio. Il m'a raconté pas mal de choses et j'ai appris beaucoup de trucs avec lui, beaucoup de choses. On a beaucoup échangé sur des sujets nouveaux. Il m'a challengé sur mon secteur. Et ça m'a fait, hier soir, rentrer en travaillant tel ou tel truc. Et du coup, tu creuses. Je creuse. C'est il m'a dit ça, c'est bizarre ce qu'il dit, c'est intéressant. Je suis allé creuser. Donc moi, c'est la meilleure manière que j'ai trouvée. Alors, c'est peut-être la plus facile, j'en sais rien, parce que je décharge sur les autres, finalement, la responsabilité de leur faire prendre conscience de mes lacunes. Mais c'est une manière plutôt à la fois qui
jusqu'à aujourd'hui en tout cas, porte ses fruits et qui m'a permis également d'avoir fait des rencontres assez incroyables. Donc je continue à faire ça. Je fais souvent l'analogie entre le dirigeant et le sportif de haut niveau. Un dirigeant est un sportif de haut niveau avec un point de plus pour le dirigeant, c'est que le dirigeant, la compète, elle est tous les jours, là où le sportif de niveau, il y a l'entraînement et la compète. Qu'est-ce que tu en penses? Tu partages 150%. Ouais. Moi, je pense que, et je le revendique de plus en plus, d'ailleurs, je pense qu'être un chef d'entreprise, entrepreneur, c'est être un sportif de haut niveau à sa manière. Je pense que ça fait appel aux mêmes qualités, dans la tête, j'entends, c'est-à-dire de la motivation, un peu de vision et de l'abnégation, du courage, de l'humilité aussi. Donc je pense que c'est le même moteur pour moi. Alors après, d'autres trouveront leur propre moteur ailleurs. Et pour ce qui me concerne, je suis comme toi, je fais beaucoup de parallèles avec le sport parce que je le vis à titre personnel. Moi, ça a été la meilleure école que j'ai jamais eue. J'ai vécu un tas de situations dans le sport donc que je pourrais rapprocher de ma vie professionnelle, que ce soit dans les réussites ou dans les échecs. Et à chaque fois, j'ai épuisé quelque chose. Et je pense que la discipline que je me suis donnée dans le sport est une manière de me donner la discipline dans ma vie professionnelle. Et cette idée que j'ai, comme toi, sans doute de dire il faut que je sois bien dans mon corps pour que dans ma tête, ça aille bien aussi, c'est intimement lié au sport, bien entendu. Donc je partage ça à 150%. Ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est que quand j'ai été nommé cadre de direction chez Arkea en 2001, donc j'avais 29 ans, le DG de l'époque était un homme remarquable par ailleurs, était quelqu'un qui m'avait dit au premier déjeuner que j'avais fait avec lui, vous savez, Ronan Lemoine, vous êtes quelqu'un de pas mal, mais il faut boire un peu plus de vin et un peu plus de ventre, quand même, ça fait un peu plus banquier. Et en fait, c'est vrai qu'on est aussi à une autre époque aujourd'hui. Je pense que les gens revendiquent davantage cet alignement, tu vois, un corps sain dans l'esprit sain, l'abnégation, le courage, la discipline que demande le sport. Et je pense que ces parallèles se font de plus en plus. Merci beaucoup Ronan de t'être livré, d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite le meilleur pour toi, pour tes proches, pour Épopée. Beaucoup de succès, beaucoup d'impact. C'est réciproque. Et pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci encore Ronan. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.